un sénateur républicain sortant, des shérifs républicains du fin fond du Texas et un rival démocrate qui remplit ses meetings jusqu'à la porte, tous en train de dire la même chose au même moment sur Greg Abbott. Vous trouvez ça normal ? Parce que moi, non. Et avant d'aller plus loin, un point de clarté s'impose. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne repose pas sur une intuition ou sur un titre accrocheur. Ça repose sur des sondages publiés, sur un procès fédéral déposé en mai 2026 et sur des chiffres de contrats fédéraux qu'on peut vérifier noir sur blanc. Donald Trump et tout l'écosystème MAGA sont en train de s'effondrer au Texas, dans 3 courses en même temps, et c'est même pas la partie la plus grave de cette histoire. On nous a vendu le Texas comme la citadelle imprenable, l'État où Trump gagne large, où MAGA n'a jamais peur, où les démocrates viennent juste se faire humilier tous les 4 ans. Sauf que ce narratif-là ne colle plus à la réalité de l'été 2026. Et c'est pas moi qui le dis en premier, c'est un sénateur républicain en fin de mandat qui vient de retourner sa veste publiquement contre son propre camp. Alors voici comment on va faire ce soir. D'abord, je vous montre les chiffres bruts, course par course, parce que c'est du jamais vu. Ensuite, on descend d'un cran, parce que derrière ces courbes de sondage, il y a un mécanisme très concret, avec des bulldozers, un parc national, et une entreprise de construction qui a fait un don d'1 million de dollars à Trump. Et enfin, on va voir jusqu'où ce mécanisme remonte, parce que Big Ben n'est qu'un symptôme d'un système bien plus large qui touche tout le pays, pas seulement le Texas. Et voici votre première récompense concrète, avant même la fin de la première minute, un contrat de 6 milliards de dollars accordé sans appel d'offres à un homme qui a donné 1 million de dollars à la campagne de Trump. On y revient, promis. Regardez bien ça. La course au Sénat entre James Talarico, le représentant démocrate, et Ken Paxton, le procureur général du Texas. Les sondages de l'été 2026, ceux de Texas Southern University, d'Emerson, d'Axios, de The Hill, tous montrent la même chose. Une course collée, souvent en faveur de Talarico de 2 points, parfois une égalité statistique. Pour un État que les républicains considéraient qu'il avance il y a encore 2 ans, c'est déjà énorme. Mais la course au Sénat n'est même pas la plus parlante. Regardez la course au poste de lieutenant-gouverneur, celle qu'on couvre presque jamais. Dan Patrick, le titulaire MAGA, se retrouve derrière la démocrate Vicki Goodwin dans le sondage Texas Pulse, mené par Ray Conner pour la Texas A, M. Bush School fin juillet 2026. 48% pour Goodwin, 46% pour Patrick. Un mois plus tôt, en juin, c'était l'inverse. 49 contre 44 en faveur de Patrick. Ça, c'est pas une fluctuation statistique normale. C'est un effondrement en accéléré. Et la course au poste de gouverneur suit exactement le même chemin. Gina Hinojosa, la démocrate, colle à Greg Abbott dans plusieurs sondages d'août 2026, parfois à un seul point d'écart, 46 contre 45, selon le sondage A, M. Bush School et Ray Conner. D'autres relevés donnent un écart plus large, 7 ou 8 points, mais la tendance de fond, elle, ne varie pas d'un sondage à l'autre. Abbott recule. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que ce ne sont que des sondages parmi d'autres, un bruit statistique de l'été, rien de définitif avant novembre. Sauf que ça ne tient pas, parce que ce ne sont pas des militants démocrates qui commencent à s'inquiéter en public. C'est le sénateur républicain sortant John Cornyn, celui-là même qui a voté pour confirmer des nominations controversées de Trump pendant des années, qui vient de dénoncer publiquement le projet de construction dans le parc national de Big Bend. Et ce ne sont pas non plus des activistes de gauche qui protestent contre les bulldozers. Ce sont des shérifs républicains du sud du Texas, plusieurs comtés confondus, qui posent la même question. Pourquoi construire une clôture frontalière dans une zone où il n'y a quasiment aucun passage documenté ? Attardez-vous une seconde là-dessus. Quand ce sont vos propres alliés, ceux qui ont voté avec vous pendant des années, qui commencent à décrocher en public, c'est plus une crise de communication. C'est un effondrement de confiance à l'intérieur même du camp. James Talarico, lui, remplit ses meetings à capacité à Port Arthur, avec une salle de débordement à Pasadena. Ce n'est pas un détail anecdotique dans une campagne d'été. Un candidat démocrate qui fait salle comble 2 fois dans des villes texanes traditionnellement rouges, c'est un signal d'énergie de terrain que les sondages seuls ne captent jamais complètement. Et voilà où ça devient intéressant, parce que jusqu'ici, je vous ai montré la surface, des chiffres de sondage, des salles combles. Maintenant, descendons dans le mécanisme, parce que Big Ben n'est pas une simple polémique environnementale. C'est là que tout se recoupe.
Le parc national de Big Bend, c'est l'un des paysages les plus spectaculaires du Texas, une réserve de désert et de canyons le long du Rio Grande. Depuis quelques semaines, des grues et des bulldozers y creusent de nouvelles routes pour construire un mur frontalier. Le Washington Post confirmait le 12 août 2026 que le bulldozage venait officiellement de commencer, la toute première fois qu'une autorisation dérogatoire fédérale pour la construction frontalière est utilisée à l'intérieur d'un parc national. Or, l'entreprise en première ligne de ces contrats s'appelle Barnard Construction. Et voici le fait vérifiable qui change tout. Tim Barnard, à la tête de cette entreprise, a versé avec son épouse $1 million à un comité de collecte de fonds pro-Trump en 2024. Résultat, d'après une enquête de Newsweek et du Center for Western Priorities, Barnard Construction et ses filiales ont récolté plus de 5-6 milliards de dollars en contrats de construction frontalière sous le second mandat de Trump. Le plus gros contrat individuel, 6 milliards de dollars pour 112 000 de murs au Nouveau-Mexique, a été attribué sans appel d'offres, justifié par une clause d'urgence. Ce n'est pas un mur qu'ils construisent à Big Bend, c'est un reçu. Laissez cette phrase respirer une seconde parce qu'elle résume tout ce qu'on vient de voir. Un homme donne 1 million, il touche 5 milliards et demi. Et pendant ce temps-là, ce sont les shérifs locaux, ceux qui connaissent le terrain mieux que n'importe quel bureaucrate à Washington, qui disent qu'il n'y a même pas de passage à sécuriser à cet endroit précis. 1 million de dollars de dons, 5 milliards, 600 millions de contrats en retour. Le rendement sur investissement le plus efficace de toute l'histoire du financement de campagne, et personne au ministère de la Justice ne semble pressé de poser la moindre question là-dessus. Maintenant, soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe vraiment. L'argument le plus solide de l'administration Trump, c'est que la frontière sud reste un point d'entrée réel pour le trafic de drogue et l'immigration irrégulière, que le Texas a une frontière de plus de 1900 kilomètres et qu'un renforcement structurel, quelque part le long de cette ligne, relève d'une responsabilité fédérale légitime, indépendamment de qui est président. Ce n'est pas un argument ridicule. La sécurité aux frontières est un vrai sujet de politique publique, pas une invention de commentateurs. Sauf que cet argument s'effondre précisément sur le terrain où on l'applique ici. Ce ne sont pas des militants pro-immigration qui contestent le choix de Big Bend. Ce sont des shérifs républicains, ceux-là même chargés d'appliquer la loi sur ce territoire, qui affirment publiquement qu'il n'existe quasiment aucun passage documenté dans cette portion précise du parc. Si la sécurité frontalière était vraiment le critère, on choisirait les zones à fort trafic, pas un canyon protégé où la barrière naturelle, ce sont déjà les montagnes elles-mêmes. Le choix du site, lui, colle étrangement bien avec la carte des contrats déjà promis à un donateur. C'est là que le tableau change complètement. Parce qu'on vient de voir un premier fil, les sondages qui s'effondrent, et un deuxième fil, l'argent qui coule vers Big Bend. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il existe un deuxième chapitre, presque invisible dans la couverture médiatique classique, et il change toute la portée du premier. Une entreprise concurrente, Posilico Civil, a déposé une plainte devant la Cour fédérale des réclamations le 13 mai 2026. Sa plainte est précise, chiffrée, documentée. Elle allègue que l'Agence des douanes et de la protection des frontières avait déjà promis à l'avance environ 73% de la valeur totale des nouveaux contrats de mur au Texas et au Nouveau-Mexique. 2 entreprises précises, Barnard Construction et Fisher Sand and Gravel, avant même que la procédure d'appel d'offres ne soit officiellement lancée. Juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'arrête dessus. Ce n'est plus une accusation politique de commentateurs outrés. C'est une allégation formulée dans un document judiciaire fédéral par une entreprise concurrente qui a un intérêt commercial direct à prouver ce qu'elle avance et qui reste à ce stade une allégation non tranchée par la justice, pas un fait jugé. Mais quand une plainte fédérale avance un chiffre aussi précis, 73%, ce n'est plus une rumeur de couloir, c'est un dossier. Et c'est là qu'on retrouve exactement le même schéma qu'ailleurs dans cette administration. C'est pas de la maladresse, c'est une manière de faire, répéter. Regardez ce qui s'est passé avec le projet de loi bipartisan sur l'immigration, celui qui aurait accéléré les procédures d'asile, renforcé la patrouille frontalière avec plus d'agents.
et ouvert une voie de citoyenneté pour des gens qui travaillent et paient des impôts depuis des années aux États-Unis. Ce texte existait. Il avait un soutien bipartisan réel au Congrès. Et Donald Trump a personnellement demandé à ses élus MAGA de le bloquer en direct parce que un problème frontalier non résolu restait, selon ses propres mots, rapporté à l'époque, un sujet gagnant pour sa campagne. Ce problème existe sur une structure que Trump lui-même a bâtie. Il ne veut pas résoudre la frontière. Il a besoin qu'elle reste un problème indéfiniment parce que c'est ce problème-là qui justifie les contrats sans appel d'offres, qui justifie les autorisations dérogatoires dans les parcs nationaux, qui justifie chaque nouvelle urgence déclarée. Et devinez qui en profite à chaque cycle de cette histoire. Ça vaut aussi la peine de mentionner ce qui se passe du côté de la patrouille frontalière et de l'agence de l'immigration elle-même. Parce que le moral y est descendu à des niveaux historiquement bas, d'après plusieurs témoignages d'agents rapportés dans la presse ces derniers mois, des agents de terrain qui expliquent que leur mission a dérivé loin de ce pourquoi ils s'étaient engagés, vers des opérations urbaines musclées qui n'ont plus grand-chose à voir avec la sécurité d'une ligne frontalière. Et ça se recoupe avec un autre fait établi, c'est bien Donald Trump lui-même qui a demandé publiquement à ses alliés au Congrès de tuer ce texte bipartisan en expliquant qu'un accord aurait retiré à son camp un argument de campagne qu'il jugeait trop précieux pour le laisser filer avant l'élection. Un problème frontalier réglé ne rapporte rien à personne. Un problème frontalier qui traîne, en revanche, justifie chaque nouveau contrat d'urgence. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver aux gros titres des grandes chaînes ? 1 million de dons, 5 milliards et demi de contrats, un procès fédéral chiffré à 73%, ça devrait être la une de chaque journal du soir. Au lieu de ça, on vous parle de petites polémiques, de calendrier électoral, de débats gamifiés que les chaînes d'infos adorent monter en épingle parce que ça fait de l'audience facile, pendant que le vrai dossier, celui de l'argent public, reste dans l'angle mort. Trump n'a pas besoin de gagner la frontière. Il a juste besoin qu'elle reste un problème assez longtemps pour payer ses donateurs. Revenez avec moi à la question du départ. Un sénateur républicain qui rompt les rangs, des shérifs qui contestent leur propre administration, un rival démocrate qui remplit des salles. Vous êtes venu pour un simple résumé de sondages électoraux au Texas. Vous repartez avec la preuve qu'un contrat fédéral de plusieurs milliards de dollars, contesté devant un tribunal, explique en partie pourquoi ces électeurs-là sont en train de décrocher. Et ce constat dépasse largement le Texas. Ken Paxton, le candidat MAGA au Sénat, vient de sortir sa première publicité en espagnol, un signe classique de campagne en difficulté qui cherche à rattraper du terrain. Sur une conférence téléphonique publique, quand un électeur lui a simplement demandé pourquoi il avait trompé sa femme, sa réponse a duré 20 secondes sans jamais répondre à la question, juste une pirouette sur ses enfants et ses petits-enfants. Il a fait fortune en s'octroyant, en tant que membre du conseil d'un hôpital, la propriété d'une antenne relais installée sur le toit de cet hôpital, empochant depuis environ 1 million de dollars par an. Ce n'est pas illégal en soi, techniquement, mais essayez d'expliquer ça à un électeur du Texas qui fait la queue au centre de dons de plasma sanguin 2 à 3 fois par semaine, juste pour payer ses factures. Un phénomène que Gina Hinojosa elle-même documente chaque semaine sur le terrain, des enseignants et des grutiers obligés d'en passer par là. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans la façon dont cette frontière était présentée depuis des années, il était juste. Et cette histoire ne s'arrête pas à la frontière de l'État. Nate Silver, dont je ne cite pas souvent les projections avec plaisir, donne à ce stade 63% de probabilité de victoire à Talarico contre 37% à Paxton. Zoomez encore et vous retrouvez le même mouvement à l'échelle nationale. Les démocrates sont désormais favoris non seulement pour reprendre la Chambre des représentants, mais aussi, ce qui est beaucoup plus surprenant, pour disputer sérieusement le Sénat. Dans les élections partielles de cette année, les candidats démocrates ont systématiquement dépassé leur sondage de 10 à 15 points, une surperformance qui, si elle se confirme en novembre, ressemble moins à une vague qu'à un raz-de-marée. Ce n'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode, celle d'une administration qui confond urgence budgétaire et urgence électorale et qui vient de se faire rattraper par ses propres alliés locaux, ceux qui vivent littéralement à côté du chantier
Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement un contrat de construction contesté au fin fond du Texas. C'est la répétition du schéma. Une urgence déclarée, un contrat sans concurrence, un donateur qui en sort enrichi et une population locale qui encaisse, pendant que le discours officiel continue de parler de sécurité nationale comme si de rien n'était. Et la suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins. Le procès Possilico avance devant la Cour fédérale des réclamations. Les sondages texans vont continuer de bouger d'ici novembre. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les grutiers, les enseignants, les familles qui donnent leur plasma pour payer l'épicerie, qui absorbent le coût réel de cette histoire. Pendant que les porte-paroles officiels continuent, eux, de parler de sécurité frontalière comme argument suffisant. Je vous promets une chose. Dès que la décision de la Cour fédérale des réclamations tombera sur ce dossier Barnard Possilico, vous le saurez ici en premier, avec les vrais chiffres, pas la version qu'on essaie de vous vendre ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ça.